Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Le président français Emmanuel Macron sera au Bénin cette nuit même et sa visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la République française. À quelques heures de son arrivée, Émeric Okupeyi et Melvin Achabi ont promené micro et caméra pour constater l'ambiance qui prévaut à Cotonou. Voici la moisson. Nous sommes à quelques heures de l'arrivée du président français au Bénin. Une visite historique qui vise à réchauffer les liens diplomatiques entre le Bénin et la France. À Cotonou, dans la matinée de ce mardi, pas d'ambiance particulière et rien n'annonce, du moins pour le moment, l'arrivée de Emmanuel Macron. Cependant, on note un fort détachement des forces de l'ordre sur certaines artères de la ville. Ici, à Semen City, l'un des lieux que visitera le président français, pas d'accès à la presse. En face, à l'école française Montaigne, portail hermétiquement fermé. Un peu plus loin, au siège de la diplomatie béninoise, la clôture reçoit quelques coups de peinture. À la présidence de la République, où vont se dérouler les cérémonies protocolaires et la visite des trésors royaux, le drapeau français flotte déjà dans le ciel, aux côtés de ceux du Bénin. Les grilles métalliques servant de clôture font leur toilette. L'événement aura lieu, même si on note déjà une sobriété dans les préparatifs. Emmanuel Macron foulera le sol béninois pour la première fois en tant que chef d'État et les Béninois attendent beaucoup de cette visite. C'est pas une mauvaise chose que le président français veuille visiter un pays comme le Bénin. Mais il existe des appréhensions, mais nous faisons confiance à notre président, à tout son gouvernement. Si Macron vient au Bénin demain, c'est très bon pour nous les Béninois qui ne le connaissaient pas et c'est pour la première fois, c'est très bon pour nous. Peut-être aussi c'est bon, une grande négociation entre Macron et puis notre président. Entre le Bénin et le Paris, il voudrait souder le lien entre le Bénin et le Paris. C'est pour cela que le président Macron veut arriver au Bénin. Je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de faire son diplomatie. Qu'est-ce qu'il veut proposer à notre chef de l'État? Qu'est-ce que le chef de l'État lui propose? Nous, citoyens lambda, nous sommes pour son avenir au pays. Si cela peut participer à la bonne gouvernance, si cela peut participer, si son arrivée peut participer à une meilleure ambiance politique, si cela peut participer à l'évolution du Bénin réellement, on est preneur. Aux dernières nouvelles, l'avion ayant à bord le président français atterrira à Cotonou ce mercredi 27 juillet aux environs de 0h. L'agenda va se poursuivre tout au long de la journée avec au menu un tête-à-tête avec le président Patrice Talon, la visite des trésors royaux et plus tard dans l'après-midi, une descente à Semen City et à l'école française de Cotonou. Et je voudrais vous dire, take 5. Justement, cette visite fait objet de beaucoup de commentaires au sein de l'opinion, faisant croire à une visite sous contrainte. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican, le déplacement d'Emmanuel Macron au Bénin ne pourrait être une contrainte. Il s'agit plutôt d'une visite très bien préparée. Suivons-le ensemble. Et on ne peut pas forcer un chef d'État français de rendre visite à un autre chef d'État. La France est une puissance. La France est au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a le droit de veto aux Nations Unies. C'est pas donné à tous les pays. Ils sont que 5 à avoir ce privilège. Donc la France est une puissance, aussi bien militaire qu'économique. Alors donc, lorsque le président français se déplace, c'est en toute connaissance de cause. Il ne peut pas se déplacer parce que quelqu'un lui a forcé la main. Ce n'est pas possible. C'est méconnaître les exigences des relations internationales et surtout la dynamique des rapports de force dans ces relations internationales. Donc, autant nos petits pays, parfois, le chef d'État peut être parfois sommé de rejoindre tel sommet pour pouvoir débattre des questions. On a vu les présidents africains aller au GY pour pouvoir participer à des rencontres, mais les présidents des exécutifs des puissances ne se déplacent pas sous contrainte. Donc, il ne peut pas avoir de visite forcée, il n'y en a pas eu. Dans un sens comme dans un autre, on ne peut pas empêcher. Lorsque cette visite... Ouais, c'est pas au cours d'un rêve qu'un président français décide de rendre visite, de se déplacer, d'entamer une sortie internationale. Là, je voulais dire, la voix de la France est une voix particulière dans le Conseil des Nations. Tout comme la voix des États-Unis, tout comme la voix de la Grande-Bretagne, tout comme la voix donc, de la Chine.
de la Russie. Donc, cette puissance-là existe. Et en Afrique, il y a des voies. Et on peut dire que la voie du Bénin commence par passer aussi. Donc, cette puissance, lorsqu'elle décide de se déplacer, c'est parce qu'elles ont analysé un certain nombre de paramètres. Et ce voyage du président Macron a été préparé délicatement. Parce que par rapport au choix du pays, par rapport au nombre du pays, par rapport au temps à passer, par rapport à par où commencer, c'est pas comme un peu beaucoup d'Africains, comme nous, où nous fonctionnons, disons à l'émotion. Ça, c'est pas à l'émotion. C'est manœuvrer, c'est préparer avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de dextérité, et tout est millimétré. Et l'autre actualité qui a intéressé la rédaction ce mardi, c'est l'interdiction par le gouvernement des activités paramilitaires des associations estudiantines. La décision est accueillie avec faste par les autorités de l'université d'Abomey-Calavi. Enseignants, recteurs, doyens de facultés et autres autorités de l'université qui font souvent les frais de la violence de ces milices saluent la réaction du gouvernement. Ils se sont confiés à Mathieu Bocor, Estelle Vicho-Edo et Estélia Padono. L'université d'Abomey-Calavi, un établissement de renom créé en 1970. Elle a été fondée sous le nom Université du Dahomey, puis en 1975 baptisée Université nationale avant de prendre son nom actuel en 2001. Elle est donc par essence un haut lieu de savoir et de conscience critique. Malheureusement, les valeurs qui incarnaient ce lieu disparaissent de jour en jour. Et pour cause, les notions du respect du libre choix et de la libre pensée sont oubliées par des étudiants qui se croient tout-puissants. Vous savez, quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez que ça a commencé petit à petit. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y avait une organisation estudiantine, la FESI, qui semait une telle terreur. Et pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire, une bonne partie de nos compatriotes qui fréquentaient là-bas ont dû rentrer parce que l'université était fermée. Donc ils sont rentrés ici et ils ont copié la violence qui se faisait là-bas. Et ça a commencé, ils ont failli brûler le directeur de l'ENAM entre-temps dans son véhicule en incendiant le véhicule d'essence. Et c'est comme ça, ils s'organisent, ils mettent de l'essence dans des bouteilles avec des mèches et ils allument et ils jettent sur les gens. Le campus universitaire, censé être un cadre d'apprentissage et de formation, est transformé en un front permanent où plane le spectre de la violence. Il s'observe à travers ces images sur fond de violence, des coups et blessures volontaires, des menaces de mort et des perturbations fréquentes des activités académiques. Mais si vous voyez comment on l'insulte, à Classator Denis, un doyen des bois, on est où? J'ai pitié, c'est-à-dire que je souffrais, comme je l'ai dit à la passation de service la dernière fois, service ou passation de charge. Je dis, c'est injuste ce qui arrivait au vice-doyen, par exemple le vice-doyen Otto. Monsieur Otto, ce n'est pas toi qui terrorise les gens ici. Ce n'est pas toi qui terrorise les gens ici. Et le gars prend sa poitrine pour faire comme ça au vice-doyen. Ce n'est pas normal. L'État seul détient la légitimité de la violence. Dans un pays normalement organisé, seul l'État détient la légitimité de la violence. Ce sont des principes de droit qu'on connaît. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser effectivement ces milices, je dis bien les milices, ce ne sont plus des étudiants. Ces abus de langage, couplés de violence, naissent souvent des groupes organisés, soit en garde fédérale, soit en brigade rouge, etc. Au regard des sévices graves qui sont faits sur leurs camarades étudiants, de même que sur les usagers du campus, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a demandé le jeudi 21 juillet 2022, à travers un communiqué, de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence de ce groupe. Mais une question qui finance ces milices. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2016,
il a été procédé à la suspension des organisations estudiantines par le gouvernement du président Talon. Et en 2017, il y a eu un décret de réorganisation. Ensuite, il y a eu un arrêté d'application. Et par rapport aux nouveaux tests, les étudiants, les organisations estudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COUSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Vous avez des formations, vous avez le championnat pluridisciplinaire, les activités artistiques et culturelles. Nous venons de terminer le championnat pluridisciplinaire et nous allons enclencher sur les Jeux intercampus la semaine prochaine. Nous ne donnons aucun franc aujourd'hui entre les mains des organisations estudiantines. Même ces activités sont organisées par le COUSACE pour les étudiants. Dans tous les cas, malgré les actions et les différentes mesures ayant encadré la reprise de ces différentes organisations, le phénomène persiste. Notre ministre de tutelle a sensibilisé pendant longtemps, en tant que mère de famille, pour que ces étudiants puissent changer de comportement, mais rien n'y fit. Si je devais vous rappeler ce qui s'est passé l'année passée, le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. En tout cas, jusqu'à présent, les armes blanches circulent comme des petits pains sur le campus. Et là où, surtout, le COUS est en insécurité, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de réquisition des forces de l'ordre, contrairement au rectorat. Donc, le COUS fait souvent de base arrière à ces milices et assimilés. Et ces milices, je peux dire qu'il s'agit de l'état-major, de la garde fédérale, de cause, de la police, etc. Ce sont des groupes qui tiennent au respect de tout le monde. Est-ce que vous avez le bac pour venir, pour perturber? Concrètement, je ne sais pas. Lorsqu'on prend de responsabilité, lorsqu'on est responsable, c'est pour défendre les intérêts des étudiants. Du moins, c'est ce que je crois. L'amélioration de leurs conditions, c'est ce que je crois, du moins. Mais on ne peut pas être responsable, c'est-à-dire que leur métier, c'est de perturber. Celui qui a l'âge de ton père, tu l'insultes. C'est ce qui arrive au doyen, c'est ce qui arrive au vice-doyen. Ce n'est pas normal. Toutes les mesures de sécurité sont prises pour continuer de garantir le déroulement des travaux académiques en toute sérénité. Sur le campus universitaire, ont rassuré les autorités. On est en train de terminer les derniers examens. En temps, ils ont perturbé à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a fait appel à la police, maintenant, qui est en train de sécuriser les lieux. Et les examens se déroulent normalement. Et nous, on a dû dire à la ministre, s'il vous plaît, madame la ministre, trouvez-nous la solution. Et la solution a été la bienvenue. Elle a pris ses responsabilités et contacté son homologue qui a pris les choses en main. Maintenant, nous sommes sécurisés, nous avons commencé à organiser ces examens. Ça va nous coûter une bonne partie de nos vacances, mais nous voulons servir les étudiants innocents, vraiment, pour qu'ils puissent passer leurs examens. Voilà l'essentiel. Il y aura une séance de travail ici au niveau de l'équipe rectorale. Après, on va associer aussi les chefs d'entité pour l'application rigoureuse de ce communiqué et faire ressortir un arrêté des notes de service pour réglementer tout ce qui est dit là et mettre fin, éradiquer totalement ces groupes paramilitaires qui existent sur le campus. Une décision appréciée par les autorités universitaires. Pour l'heure, les groupes paramilitaires ne sont plus les bienvenus sur le campus. Les étudiants sont invités à dénoncer les auteurs de tout acte répréhensible en portant l'information auprès de leur hiérarchie ou en saisissant les autorités compétentes. Le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance ont procédé ce mardi 26 juillet au lancement du projet dénommé « Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition ». C'est un projet du gouvernement avec l'appui de plusieurs partenaires financiers et qui vise à fournir davantage des services de santé et nutrition en milieu communautaire et pour renforcer les capacités en ressources humaines qualifiées. Aziz Adam Souley
Ngolé nous fait le point. Face aux nombreux défis du système de santé et afin d'accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer la prestation des services de santé en vue d'une couverture universelle pour la population d'ici 2025, il était impérieux de mettre en place un mécanisme innovant pour rapprocher les soins de santé de qualité des populations. Le lancement officiel ce mardi du projet dénommé Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition a été conçu pour compléter les agendas des stratégies communautaires de santé et de nutrition et pour renforcer les capacités en ressources humaines qualifiées. D'un coût global estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, ce projet est financé par la Banque islamique de développement avec un don de la Fondation Bill et Melinda Gates et une contribution du gouvernement du Bénin. Il sera mis en œuvre pendant 5 ans et va impacter environ 525 000 ménages dans les communautés rurales. Concrètement, il va consister à fournir des soins de santé communautaires à travers le recrutement et le déploiement d'agents de santé communautaire et de personnel de santé qualifié dans les ménages, renforcer la fourniture de services de nutrition aux communautés urbaines pauvres avec un accent particulier aux enfants, renforcer le suivi, l'évaluation et la gestion des données, et enfin appuyer la mise en œuvre du projet. C'est un projet qui vient donc appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire avec le recrutement de plus de 4000 relais communautaires et de santé communautaire qualifiés qui vont œuvrer à coup sûr à fournir des services de santé et de nutrition. Et pour que ce projet voit le jour, c'est grâce à l'appui de la Banque islamique de développement, l'un des partenaires financiers. Comme vous le savez, le portefeuille de la banque comprend le financement de projets de développement dans les différents secteurs, dont le transport, la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la finance islamique, etc. Nous nous plaisons de rappeler la très bonne collaboration entre la BID et le Bénin, qui se traduit par le volume et la qualité du portefeuille. Nous voudrions donc rappeler que l'organisation de ce type d'atelier, lancement de projet, constitue une étape fondamentale pour l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre. Il s'agit en effet de permettre à tous les acteurs des projets de s'approprier les procédures et outils de la Banque islamique de développement en matière de passation de marché et de décaissement. Avec l'avènement du projet Combler les écarts de santé communautaire, ressources humaines et nutrition, le système d'information sanitaire se consolide davantage. Et puis un dernier élément dans ce 19h, l'instauration des registres communaux de déclaration de l'arrivée et de départ des citoyens impose aux élus locaux la délivrance d'attestations ou certificats de résidence sécurisés. Désormais, cette pièce sera extraite des registres communaux de sorte à mettre un thème aux fausses déclarations de résidence. Une mesure que citoyens et chefs de quartier apprécient. On les écoute dans cet élément de Manchouraf Soumanou et de Isaac Mongbo. Depuis l'adoption en Conseil des ministres le 20 juillet dernier du décret d'application sur la mise en œuvre des registres des personnes physiques établis sur le territoire, l'Agence nationale d'identification des personnes met les bouchées doubles pour qu'au plus tard, le 1er octobre, les registres communaux soient opérationnels. Ces registres contrôlent l'entrée et les sorties des citoyens dans les communes. Cela permet au moins d'éviter les fausses attestations que les chefs quartiers pourront délivrer, puisque il y a des gens, par exemple, ils ne vivent pas peut-être dans le quartier. Pour faire des pièces, ils négocient avec le chef quartier qui lui délivre une attestation de résidence avec le numéro d'adressage, le numéro de la rue, alors que cet individu ne vit même pas du tout dans le quartier. Donc moi, je salue la décision. Après, je ne comprends pas, il y a trop de protocole dedans. Moi, je me suis découragée pour faire l'attestation de résidence aujourd'hui, ce matin. Je me suis découragée que je ne vais plus faire. Cette décision, c'est pas mal, mais juste que la majorité des chefs quartiers n'ont pas de boulot. C'est avec ces 1000 francs là que certains chefs quartiers prennent pour gérer leurs petits besoins. Ça va jouer un peu sur les chefs quartiers, les sécu. La particularité est que les nouvelles attestations seront désormais sécurisées, ce qui enchante davantage Abdelmajid Chitou, qui est totalement d'accord avec l'État qui prend en main la gestion de l'État civil. Et comme le gouvernement veut mettre plus de sécurité, veut mettre en sécurité la population, même si ça a créé de conséquences, ce serait négligeable. Et de plus, l'État civil
l'état civil, c'est une compétence normalement de l'État, mais que l'État partage avec les communes. Donc les communes qui sont un ensemble d'arrondissements, qui sont des unités administratives. Donc l'État a décidé de récupérer encore cette compétence et la conférer à l'ANIP. Ce document est fait pour mettre un terme aux fausses déclarations de résidence dont se rendent parfois coupables certains élus locaux. La loi ayant été votée et promulguée, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, les dispositions avaient été déjà prises pour concevoir l'architecture des registres communaux. Le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. Ainsi, les fausses déclarations de résidence n'engageront que ceux ou celles qui les auront faites. Ainsi donc, toute attestation de résidence sera désormais issue du registre communal, une mesure que salue Servet Padonou, chef quartier de Guadjetin. J'ai de très bonnes impressions par rapport à cette mesure, sauf que à l'instant où je parle, je n'ai pas encore un acte officiel du gouvernement qui stipule la chose. Mais en tout état de cause, nous sommes dans la République et nous sommes les chefs quartiers. Et donc, tout ce que le gouvernement prend comme décision, je crois que est la bienvenue. Et je crois que nous, en tant que Sécu, nous nous engageons profondément par rapport à ça. Il n'y a pas de doute et il n'y a pas de crainte que si demain cela venait d'être réel et que nous recevons des instructions de la part de nos responsables hiérarchiques, je crois que cette décision est la bienvenue et est applicable avec joie et abnégation. Rappelons que la mise en œuvre de ces registres répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquels servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification et reconstituer l'état civil des personnes. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube avec l'identifiant ETélé Bénin, en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin tout simplement.